Eh bien, merci beaucoup. Nous avons une très grande annonce aujourd'hui. Cela concerne l'énergie nucléaire et d'autres sujets. Et tout cela est lié au nucléaire. C'est un secteur en plein essor. C'est une industrie brillante. Il faut le faire correctement. C'est devenu très sûr et respectueux de l'environnement. Oui, à 100%. Je vais donc demander à Doug Burgum de nous en parler un peu pour commencer. Et peut-être, Will, tu pourras enchaîner après lui. Oui, monsieur. Et je vais demander à Pete Hegseth de s'exprimer d'un point de vue militaire, mais c'est vraiment très global. Nous signons aujourd'hui d'énormes décrets exécutifs qui vont vraiment faire de nous la véritable puissance dans ce secteur, qui est un secteur majeur. Doug, vas-y. Eh bien, merci, Président Trump. C'est un jour exceptionnel pour l'industrie nucléaire. Notez ce jour sur votre calendrier. Cela va faire reculer de plus de 50 ans la surréglementation de cette industrie. La grandeur américaine a toujours découlé de l'innovation. Nous étions innovants, nous avons été les leaders après la Seconde Guerre mondiale dans le nucléaire. Mais ensuite, nous avons stagné, nous avons étouffé ce secteur avec une surréglementation. Aujourd'hui, Will va nous présenter une série de 4 décrets exécutifs. Chacun de ces décrets vise à s'attaquer à des problèmes distincts qui ont freiné cette industrie. Et aujourd'hui, nous avons avec nous plusieurs PDG du secteur représentant certains de nos plus grands fournisseurs nucléaires, mais aussi un grand changement. C'est une période où le capital et la concurrence sont enfin arrivés dans cette industrie. Nous avons du capital risque, des startups qui investissent dans tous les aspects du nucléaire modulaire de petite taille, et nous avons également un décret exécutif. Cela concerne l'importance pour nous d'avoir une chaîne d'approvisionnement sécurisée, de pouvoir obtenir ce combustible ici même aux États-Unis, plutôt qu'à partir de sources étrangères. Cela a des répercussions sur la sécurité nationale, sur notre défense, et encore une fois, le président Trump, ici présent aujourd'hui, s'est engagé en faveur de la domination énergétique. Et une partie de cette domination énergétique, c'est que nous ayons suffisamment d'électricité pour gagner la course à l'IA face à la Chine. Ce que nous ferons au cours des 5 prochaines années en matière d'électricité va déterminer les 50 suivantes, car c'est la première fois dans l'histoire que l'électricité peut être transformée en intelligence. Et nous avons besoin de cette intelligence pour chaque aspect de notre économie, mais aussi pour la défense. Keith Hegseth, au sein du département de la Défense, a joué un rôle clé dans ce domaine, et cela va nous aider à nous assurer que nous fournir la défense dont nous avons besoin, là où nous avons besoin de cette IA, de cette électricité, mais aussi pour sécuriser nos bases ici et partout dans le monde. Monsieur le secrétaire? Bien sûr, je vais simplement ajouter à cela avant de passer la parole à Will. La sécurité énergétique, c'est la sécurité nationale. Si nous n'avons pas une énergie fiable pour nos bases, pour nos troupes, qu'elles soient déployées à l'étranger ou sur le territoire national, nous sommes vulnérables. Ainsi, en disposant de capacités nucléaires petites et modulaires qui sont rapidement déployées, nous pouvons les utiliser sur nos bases ici et partout dans le monde. Nous créons un environnement où, si des événements surviennent ailleurs, l'armée peut être digne de confiance. De plus, nous intégrons l'intelligence artificielle dans tout ce que nous faisons. Si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas assez rapides. Nous ne suivons pas le rythme de nos adversaires. Il faut de l'énergie pour l'alimenter. Le nucléaire en fait une grande partie, qu'il soit modulaire ou non. Ainsi, nous aurons la lumière allumée et l'IA en fonctionnement alors que d'autres ne l'auront pas, et ce, plus rapidement que tout le monde, grâce à la capacité nucléaire. Donc c'est un véritable changement de paradigme pour nous aussi. Et nous parlons aussi des grandes centrales, des très très grandes, les plus grandes. Nous allons aussi en construire, mais nous allons commencer un peu, je pense, aujourd'hui, notre priorité, ce sont les petits modules. Mais dans ce groupe, nous faisons aussi de grandes centrales là où c'est nécessaire. Elles ne seront pas nécessaires partout, mais elles pourront littéralement alimenter un État entier. Et vous avez beaucoup entendu parler de dépassement de coûts dans certains États, qui étaient assez importants, mais nous n'aurons pas de dépassement de coûts. La technologie a beaucoup progressé, tant en matière de sécurité que de coûts et sur tous les autres aspects. Est-ce que certains d'entre vous aimeraient me parler de vos entreprises et vous voulez dire quelque chose? Joe, pourquoi tu ne commencerais pas? Je m'appelle Joe Dominance. Je dirige Constellation Energy. Nous possédons environ 25% du parc nucléaire national. Nous sommes la plus grande entreprise nucléaire cotée en bourse au monde. Nous sommes en plein processus de fusion avec Calpine. Et une fois la fusion achevée, nous serons la plus grande entreprise productrice d'électricité au monde. Assez d'énergie pour produire, pour couvrir toute la demande du Mexique, en fait. Je ne le savais pas quand nous avons parlé. Tu es tellement modeste, je n'en reviens pas. Ce n'est généralement pas ce qu'on dit de moi, monsieur le président. Je suis impressionné. Vas-y.
Alors tu penses que l'avenir est prometteur? Oui, eh bien, absolument, nous en sommes convaincus. Et le grand changement ici, ce n'est pas seulement que la technologie a évolué, mais aussi que certaines des plus grandes entreprises du monde, les hyperscalaires, qui ont besoin de cette énergie pour l'IA, sont désormais. Ils travaillent avec nous pour financer le développement et la construction de la prochaine génération de nucléaire. Le nucléaire est une ressource disponible 24h24 et 7J7. Ces centres de données fonctionnent 24h24 et 7J7. Certains d'entre eux coûteront 200 à 300 milliards de dollars et ils veulent les faire tourner en permanence. Donc, nous ne pouvons pas utiliser des ressources intermittentes. Nous avons besoin de quelque chose qui soit toujours opérationnel, 24h24 et 7J7, et rien ne fait cela mieux que le nucléaire. Le problème dans l'industrie a toujours été les retards réglementaires. Monsieur le Président, vous le savez parce que vous êtes le meilleur pour construire de grandes choses. Les retards liés à la réglementation et à l'obtention des permis peuvent littéralement vous tuer. Parce que si vous ne pouvez pas mettre la centrale en service, vous ne pouvez pas générer de revenus et les coûts d'intérêt sont catastrophiques. Nous perdons trop de temps sur les permis et nous répondons à des questions absurdes, pas aux questions importantes. Par exemple, laissez-moi vous donner un exemple. Dans 3 endroits de ce pays, nous essayons d'obtenir une licence pour de nouveaux réacteurs sur des sites qui possèdent déjà des réacteurs. Pourtant, je dois dépenser 35 milliards de dollars sur chaque site simplement pour que la NRC fasse une analyse qui indique que c'est un bon endroit pour le nucléaire. Eh bien, devinez quoi? Nous exploitons du nucléaire dans cette communauté depuis 40 ans. Pourquoi est-ce qu'on se pose encore cette question? Je préférerais dépenser ces 35 millions de dollars, 3 fois 105 millions, à perfectionner un design, commencer à construire les fondations et lancer le projet. Nous devons faire cela pour l'Amérique. Est-ce qu'on fait quelque chose concernant la réglementation ici? Oh oui, monsieur. Vous le faites. Ça va être un facteur important? Oui, monsieur. La question que je viens de décrire sera abordée dans ce décret, ainsi que de nombreux autres sujets dont nous n'avons pas le temps de discuter avec le président. Mais vous dites que nous avons envisagé à peu près tout? Eh bien, ceci, monsieur le président, ce conseil sur la domination énergétique que vous avez créé est quelque chose que je n'ai pas vu depuis 30 ans. Cela réunit toutes les composantes du gouvernement en un seul endroit pour accélérer le processus. Sous la direction du secrétaire Burgum, cela a été quelque chose d'incroyable, vraiment incroyable. Avant, je devais courir à 5 endroits différents à Washington pour obtenir une seule réponse. Et maintenant, tout est regroupé au même endroit. Tout ce que je sais à propos du secrétaire Burgum et du secrétaire Wright, c'est que nous n'avons pas encore trouvé la bonne solution. Nous allons bientôt y arriver et il y aura un autre audit. Merci beaucoup pour votre mention. Et vous vouliez dire quelque chose? Eh bien, je voulais simplement dire que le nucléaire civil est un peu un héros méconnu. Et je tiens simplement à vous remercier, Monsieur le Président, le secrétaire Burgum, le secrétaire Wright, d'avoir attiré l'attention sur le nucléaire civil. Nous avons ici, aux États-Unis, la flotte la plus grande et la plus sûre. Et sur cette base, nous avons une innovation fantastique qui est en train d'émerger. Et cela va se présenter sous toutes les formes et toutes les tailles. Et cela va en fait venir de certaines des entreprises que vous voyez représentées ici. Nous allons avoir de très bons emplois, nous allons avoir une énergie formidable et nous serons prêts. Alors merci, Monsieur le Président, de vous engager. Merci beaucoup. Excellent travail, vous aussi. Que diriez-vous de parler de votre entreprise et du travail que vous allez accomplir? Oui, merci. D'abord, il y a un lien nucléaire avec le MIT depuis longtemps. Donc oui, nous travaillons sur de petits réacteurs. Je suis Jake DeWitt, PDG et cofondateur d'O-Globe. Nous travaillons sur de petits réacteurs utilisant une technologie inventée et développée par l'Amérique. Et nous l'amenons sur le marché après qu'elle soit restée sur les étagères de l'histoire pendant environ 40 ans. Et c'est grâce aux actions que vous menez aujourd'hui que cela va pouvoir se concrétiser. Changer la dynamique des autorisations va permettre d'accélérer les choses. Nous voyons des investissements privés affluer dans ce secteur comme jamais auparavant. Nous sommes entrés en bourse il y a 1 an et c'est l'une des introductions en bourse les plus réussies. Des actions récurrentes de ce type pour petites et grandes entreprises. Le marché en a besoin et le souhaite. Sous votre direction, avec la création du Conseil de la dominance, il est difficile de surestimer la valeur de cela. Et le nucléaire est une manifestation de la domination énergétique. En fait, une balle de golf d'uranium métallique, ce qui n'est pas le cas ici, mais c'est une balle de golf, contient assez d'énergie pour alimenter toute l'énergie de votre vie. Je veux dire, on ne peut pas faire mieux que ça. Et pour revenir à la construction, le nucléaire utilise le moins de matériaux, n'est-ce pas? La plus petite quantité de béton, d'acier, de combustible par quantité d'énergie produite. Donc cela devrait être la solution la moins chère et durable, comme l'a dit Monsieur le Président pour son influence, n'est-ce pas?
La physique est de notre côté et ces éléments contribuent à libérer cette innovation pour la concrétiser. Il n'y a jamais eu de moment plus excitant. Effectivement, c'est très enthousiasmant. Allez-y, je vous en prie. Je suis Scott Nolan, PDG de General Matter. Nous sommes une entreprise américaine d'enrichissement qui essaie de redonner aux États-Unis le leadership dans la production de combustible nucléaire. Comme les moteurs ont besoin de carburant, les réacteurs nucléaires ont besoin de combustible et les États-Unis dépendent entièrement d'autres entreprises pour réaliser des étapes clés de l'enrichissement de ce combustible. Et ces décrets présidentiels vont ouvrir la voie aux États-Unis de retrouver son leadership. Donc nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Allez-vous participer aux projets liés à l'IA? Parce que nous en avons beaucoup qui sont en train d'être lancés ou qui le seront bientôt et ils nécessitent une quantité énorme d'électricité. Allez-vous être impliqué là-dedans? Oui. Beaucoup d'entre eux utiliseront le nucléaire, certains utiliseront le pétrole et le gaz, d'autres différentes sources, mais n'importe laquelle conviendra. Je pense que cela a vraiment beaucoup de sens. Absolument, il existe une solution parfaite. Et c'est ce qui intéresse la plupart d'entre eux. Bonne chance. Ce sera formidable. Et Will. Le premier décret que nous avons pour vous concerne la question évoquée par le secrétaire Higset, à savoir le besoin d'énormes quantités d'énergie sur les sites de défense ainsi que sur les sites axés sur l'IA. Ce que fera ce décret, c'est accélérer le processus d'approbation et d'adoption de réacteurs nucléaires spécialisés sur ce type de site. Cela implique également que le département de l'énergie mette à disposition le stock de combustible nécessaire. Cela crée aussi un poste d'envoyé spécial ainsi qu'une stratégie autour de l'exportation de la technologie nucléaire. L'idée étant que nous puissions développer l'industrie américaine grâce aux acheteurs étrangers qui s'intéressent également à ce type de technologie. Je me disais, en t'écoutant, je viens de penser, et les autopènes? Est-ce que je peux en utiliser un autre? Qu'est-ce que Titan a fait? Est-ce qu'il avait un autopène sur le bureau? À énergie nucléaire. Non, il ne l'a pas fait. Non plus. Il utilisait l'énergie nucléaire. Je suppose qu'il ne faisait pas d'événement comme celui-ci. Ce n'est pas grave. Sinon, tu sais, tu entres de l'autre côté de la pièce, tu fais signer avec un autopène, non? Ben voilà, c'est la phase 1. Une très grande phase, une phase très importante. Monsieur, ce prochain décret exécutif vise à réformer la commission de réglementation nucléaire. Vous avez entendu certaines personnes ici parler des processus réglementaires complexes qui ont vraiment freiné l'industrie nucléaire. Avant 1978, 133 réacteurs ont été construits aux États-Unis. Depuis 1978, seuls 2 nouveaux réacteurs commerciaux ont été mis en service. C'est à cause de la surréglementation et l'objectif de ce décret exécutif est d'aligner ce processus réglementaire sur les besoins réels de l'industrie et de la sécurité publique, avec pour objectif final de quadrupler la production d'énergie nucléaire au cours des 2 prochaines décennies et demie. C'est fantastique, c'est enthousiasmant, vraiment. Voilà. Ce prochain décret exécutif concerne les essais de réacteurs nucléaires, monsieur. Le degré de surréglementation et d'inaction gouvernementale dans ce domaine en particulier a eu pour effet d'étouffer le développement de nouveaux réacteurs nucléaires hautement modernisés qui pourraient véritablement révolutionner le domaine de la production d'énergie nucléaire. Donc ce décret exécutif, il ordonne un processus réglementaire révisé pour accélérer l'ensemble de cette démarche, tout en préservant évidemment les préoccupations fondamentales de sécurité. Il crée également un nouveau programme pilote, avec l'objectif d'avoir 3 nouveaux réacteurs expérimentaux opérationnels d'ici le 4 juillet de l'année prochaine. C'est incroyable. C'est... D'accord. Allez. Enfin, monsieur, nous avons un décret exécutif visant à revitaliser la base industrielle nucléaire. Il y a un certain nombre de questions fondamentales ici, y compris celle de l'approvisionnement en combustible qu'un des intervenants a mentionné précédemment. Ce décret exécutif, parmi d'autres mesures, inclut l'invocation du Defense Production Act afin de favoriser une collaboration plus étroite avec l'industrie privée, pour garantir que nous disposons des approvisionnements en combustible nécessaires à un secteur de l'énergie nucléaire modernisé. En plus de cela, il comprend des dispositions essentielles concernant le développement d'une main-d'œuvre pour le secteur de l'énergie nucléaire, ainsi qu'un certain nombre d'autres éléments clés pour l'ensemble de l'industrie nucléaire que nous essayons de stimuler ici. D'accord, merci.
À vous, nous en avons encore une pour vous ici, monsieur. Celle-ci ne concerne pas directement l'énergie nucléaire, mais c'est un sujet similaire. Ce décret exécutif s'intitule « Rétablir la science de référence ». L'un des problèmes que nous avons rencontrés ces dernières décennies, c'est que la politique gouvernementale a été élaborée sur la base de pseudosciences, des études et résultats scientifiques qui comportaient des conflits d'intérêts ou des manquements à l'éthique scientifique. Le but de ce décret exécutif est de recentrer l'élaboration des politiques autour d'une science de référence, des travaux scientifiques qui ont suivi des méthodes appropriées et qui n'incluent pas ce type de conflit d'intérêts et de s'assurer que lorsque les départements et agences s'appuient sur des études scientifiques pour promulguer des règles, pour promulguer des réglementations, la science sur laquelle ils s'appuient est extrêmement fiable et accessible au public. Il a fait un très bon travail. Combien de personnes ici auraient pu faire cela? Je pense beaucoup. Bien bon travail. Merci, monsieur. C'est tout? C'est tout ce que nous avons pour vous maintenant. C'est tout? C'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant. Je n'ai pas de questions pour ces personnes brillantes. Ce sont vraiment des personnes brillantes, en fait. Au fil des années, cela a aidé l'industrie nucléaire à se relever. Satisfaite de ses économies? Oui, nous le sommes. C'est devenu très sûr. En fait, c'est devenu très sûr. Et un travail formidable a été accompli à ce sujet, plus que sur tout le reste. Et c'est vraiment l'arrêt automatique. Il y a tellement de choses différentes qu'ils ont maintenant et qu'ils n'auraient jamais eu auparavant. Vous savez, mon oncle était un grand spécialiste du nucléaire il y a des années. Et à l'époque, si vous aviez posé cette question, la réponse aurait probablement été très différente. Mais il dispose d'une puissance d'arrêt formidable et d'autres capacités. Et c'est très redondant, d'après ce que je comprends, à un niveau jamais vu auparavant. Donc c'est sûr. Et nous allons faire beaucoup de petits et nous allons en faire aussi des grands. Mais oui, très sûr. Sûr et propre. Disons cela. Restons un peu sur ce sujet. Restons sur le nucléaire. Et ensuite, si tu veux poser une autre question, ce qui est possible, on le fera. Oui, s'il vous plaît. Que répondez-vous à ceux qui s'inquiètent d'accélérer les procédures d'autorisation ou même, je veux dire, les gens s'interrogent sur la sécurité et la prolifération? Oui, nous allons aller très vite et nous allons faire ça de façon très sûre et nous allons faire entrer et sortir les gens. Et ils vont construire des centrales. Dans de nombreux cas, ils feront 3 ou 4 petites unités et les assembleront. C'est ce que la France a fait. La France fait du bon travail à ce sujet depuis des années. Et, si j'ai bien compris, ils avaient essentiellement une seule centrale. Et s'ils avaient besoin de plus, ils en construisaient 3, 4 ou 5. Je ne sais pas si nous devons aller aussi loin, mais vous savez, il y a quelque chose à propos de construire une grande centrale. Mais nous construirons aussi les grandes centrales. Nous allons avoir, je pense que je dirais que nous ne serons inférieurs à personne parce que nous partons d'une position très forte. Mais il est temps, c'est le moment du nucléaire et nous allons le faire à très grande échelle. Oui, s'il vous plaît. L'Union européenne, vous avez dit que les négociations n'avancent pas. Alors, sur quel point y a-t-il des évolutions? J'ai dit à tout le monde qu'ils nous ont très maltraités au fil des années. Elle a été créée dans le but de nuire aux États-Unis, dans le but de profiter des États-Unis, et ils y sont parvenus. Nous avons un important déficit commercial avec eux. Ils vendent des millions et des millions de voitures, comme vous le savez, Mercedes, BMW, Volkswagen et bien d'autres. Et nous étions essentiellement restreints dans la vente de voitures vers l'Union européenne, ce qui n'est pas correct. Et j'ai simplement dit qu'il était temps que nous jouions selon les règles que je sais utiliser. Vous savez, personne. Ils ont profité d'autres personnes qui représentaient ce pays et ils ne le feront plus désormais. Oui. Vous êtes un négociateur. Négociation. Qu'espérez-vous accomplir avec des droits de douane de 50% sur le briseur? Qu'espérez-vous accomplir avec une taxe de 50% sur le pétrole? Je pense qu'il n'y a aucun doute, car ce qu'ils feront, c'est envoyer leurs entreprises aux États-Unis et construire leur usine. Nous avons, je crois, plus de 12 000 milliards de dollars pratiquement engagés. Si vous regardez les autres présidents, ils n'ont pas eu un seul milliard de dollars pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous avons des chiffres. Personne n'a jamais vu des chiffres comme les nôtres. Et s'ils construisent leur usine ici, alors ils n'ont aucune taxe douanière. Cherchez-vous un accord dans 9 jours?
Ne seriez-vous pas capable de faire cela? Je ne cherche pas d'accord. Je veux dire, nous avons déjà fixé l'accord à 50%, mais il n'y a pas de tarif douanier s'ils construisent leur usine ici. Maintenant, si quelqu'un vient et veut construire une usine ici, je peux discuter avec eux d'un petit délai. Mais pendant qu'ils construisent leur usine, ce que je pense approprié, peut-être, nous le déterminerons. Y a-t-il quelque chose? L'Union européenne, aussi appelée l'UE? Je ne sais pas. Nous allons voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, cela entre en vigueur le 1er juin. Et c'est comme ça. Non, ils ne nous ont pas traités correctement. Ils n'ont pas traité notre pays correctement. Ils se sont regroupés pour profiter de nous. Et les personnes derrière moi le savent parce qu'elles ont connu cela dans leur secteur. Mais en général, vous savez, nous avons signé un excellent accord avec le Royaume-Uni. Nous avons de nombreux autres accords prêts à être signés. Nous avons signé un accord avec la Chine. C'est fait. Des accords vraiment extraordinaires. Mais l'Union européenne, je veux dire, le seul but était vraiment pas de nous nuire, mais de profiter de nous. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Monsieur le Président, à propos d'Apple. Concernant Apple, vous avez dit ce matin que s'ils ne fabriquaient pas leurs iPhones aux États-Unis, vous leur imposeriez une taxe de 25%. Savez-vous quel est le pouvoir en la matière? Comment une taxe pourrait-elle viser une seule entreprise? Pourquoi vouloir adopter une telle mesure? Ce serait plus large. Cela concernerait Samsung et toute entreprise fabriquant ce produit. Sinon, ce ne serait pas juste. Donc, toute entreprise fabriquant ce produit, et cela commencera à la fin de juin, cela va sortir. Je pense que nous aurons mis cela en place correctement d'ici la fin juin. Donc, s'ils fabriquent ce produit. Maintenant, encore une fois, s'ils construisent leur usine ici, il n'y a pas de taxe. Donc, ils vont construire des usines ici. Mais j'avais un accord avec Tim selon lequel il ne ferait pas cela. Il a dit qu'il allait en Inde pour construire des usines. J'ai dit, c'est bien d'aller en Inde, mais tu ne vendras pas ici sans droit de douane. Et c'est comme ça. Oui, bien. Qu'est-ce qui vous rend confiant qu'Apple peut produire aux États-Unis à un prix que les Américains considèrent acceptable? Oh, ils le peuvent. Non, ils le peuvent. Beaucoup de choses sont tellement informatisées aujourd'hui. Ces usines sont incroyables quand on les regarde, mais ils peuvent le faire. Et en fait, comme vous le savez, Apple arrive avec 500 milliards de dollars. Il en va de même pour les entreprises de semi-conducteurs. Nous avons toutes les entreprises de semi-conducteurs qui arrivent. Les plus grandes, 500 milliards, 200 milliards, 250 milliards, ils investissent. Mais là, on parle de l'iPhone. Et vous savez, l'iPhone, s'ils veulent le vendre en Amérique, je veux qu'il soit fabriqué aux États-Unis. Ils sont capables de le faire. Quand vous dites que Walmart devrait garder le placard, est-ce une reconnaissance que ce sont les entreprises américaines qui sont en première ligne face aux tarifs douaniers? Parfois, c'est le pays qui en supporte le coût. Parfois, c'est Walmart qui en supporte le coût. Et parfois, il y aura quelque chose à payer, un supplément. J'ai toujours été un partisan et j'ai toujours cru. Et si vous regardez ce que j'ai fait il y a 4 ans avec la plus grande économie et nous n'avions pas d'inflation. Rappelez-vous que nous n'avions pas d'inflation. Et pourtant, nous avions des centaines de milliards de dollars de droits de douane que j'ai imposés à la Chine. Et pourtant, nous n'avions pas d'inflation. Nous n'avions pas de grande différence de coûts. Souvent, et je n'aime pas ça quand un département, parce qu'ils font beaucoup de business, mais vous savez, ils annoncent des profits records et tout le reste. Ils doivent réduire une partie de leurs profits ou gagner un peu moins d'argent. Mais je ne veux pas que ce soit le consommateur qui paye. Pourquoi des mesures qui, vous savez, en fait, nuisent aux entreprises américaines? Elles ne nuisent pas, elles aident parce qu'elles créent des emplois en Amérique. Nous créons des quantités énormes d'emplois en Amérique comme vous n'en avez jamais vu. Nous avons des investissements en Amérique. Nous ne nous faisons plus arnaquer par tous les pays du monde. Nous avons été arnaqués par tous les pays du monde. Ils fabriquent leurs produits, ils le vendent. Ils ne donnent pas les emplois à nos concitoyens. Ils les créent avec les emplois d'autres pays. Et nous allons avoir quelque chose que personne ne reverra jamais, je pense. Je pense que nous avons le potentiel d'atteindre des chiffres que nous n'aurions jamais imaginés, même dans nos rêves les plus fous. Regardez ce qui se passe. 10 à 12 000 milliards de dollars littéralement en quelques mois. Rien de tel n'est jamais arrivé. C'est quelque chose de très spécial. Nous faisons quelque chose de très spécial. Nous voulons, s'ils veulent vendre ici, en règle générale, pas pour tous les produits. Il y a certains produits que nous ne voulons pas fabriquer.
Et franchement, il vaut bien mieux les obtenir ailleurs. Mais pour certains produits, nous voulons des voitures. Nous voulons fabriquer des voitures. Nous ne voulons pas, et j'aime beaucoup le Canada, mais nous ne voulons pas que le Canada fabrique nos voitures. Nous voulons fabriquer nos voitures. Oh, c'est un appel téléphonique. Ça ne vous dérange pas? Allô? D'accord? Ce n'est qu'un député? Merci. Je vous tiendrai au courant, en fait. Est-ce que... Envisagez-vous d'empêcher d'autres universités d'accueillir des étudiants étrangers? Ce n'est pas très proche. C'est un autre député. Il nous félicite tous. Et, oui, heureusement que c'est le cas. Ok, allons-y. Envisagez-vous d'empêcher d'autres universités, en dehors de Harvard, d'accepter des étudiants étrangers? Eh bien, nous examinons beaucoup de choses. Et comme vous le savez, des milliards de dollars ont été versés à Harvard. À quel point est-ce ridicule? Des milliards. Et ils ont 52 milliards de dollars de dotation. Ils ont 52 milliards de dollars. Et ce pays paye des milliards et des milliards de dollars, puis accorde des prêts étudiants et ils doivent rembourser ces prêts. Donc Harvard va devoir changer ses habitudes. Monsieur le Président, je suis désolé. Et d'autres aussi. Sur ce point, beaucoup de PDG aux États-Unis, dans de grandes entreprises, sont étrangers. Qu'est-ce que cela va changer? Ça me va. C'est ce que nous voulons. En fait, nous allons faire quelque chose dans un avenir proche. Cela va permettre aux gens de venir dans ce pays et, vous savez, d'avoir une voie vers la citoyenneté. Et je pense que ce sera très enthousiasmant, mais il est trop tôt pour en parler. Pourquoi ne voulez-vous pas les meilleurs et les plus brillants? Je le veux. Mais beaucoup de gens ont besoin de cours de rattrapage en maths. Vous avez vu ça? Où ces étudiants ne savent même pas additionner 2 et 2 et ils vont à Harvard. Ils veulent des cours de rattrapage en maths et ils vont enseigner les maths de rattrapage à Harvard. Attendez une minute. Alors pourquoi seraient-ils admis? Comment quelqu'un qui ne sait pas additionner ou qui a des compétences très basiques peut-il entrer à Harvard? Pourquoi sont-ils là? Et ensuite, on voit ces mêmes personnes manifester. Crier contre les États-Unis et crier, vous savez, ils sont antisémites ou ils sont autre chose. Nous ne voulons pas de fauteurs de troubles ici. Mais comment des personnes qui ne peuvent pas, quand Harvard publie un communiqué disant qu'ils vont enseigner à certains de leurs étudiants des cours de rattrapage en mathématiques, c'est-à-dire des mathématiques de base, ce n'est pas le but. D'accord. Et à ce sujet, justement, vous envisagez de raccourcir la pause de 90 jours sur les droits de douane et y a-t-il des mesures spécifiques que vous attendez ou que vous devez prendre? Eh bien, nous avons beaucoup de demandes et vous savez, franchement, vous n'avez pas les personnes pour gérer cela. Tout le monde veut conclure un accord. Je suis sûr que l'Union européenne souhaite désormais absolument conclure un accord, mais elle ne le fait tout simplement pas correctement. Ils ne s'y prennent pas de la bonne manière. L'autre chose qu'ils font, c'est qu'ils poursuivent constamment nos entreprises en justice. Vous savez, ils ont des costumes où leurs juges, je ne sais pas s'ils sont nommés par eux, mais ils sont clairement eurocentrés. Et nous n'allons pas l'accepter. Ils ont gagné un procès de 17 milliards de dollars contre Apple. Et j'ai lu ce dossier, et ce n'est pas une affaire qui aurait dû être gagnée. Ils poursuivent d'autres de nos entreprises. Ils utilisent cela comme une arme, mais en réalité, ils s'en servent pour lever des fonds pour ce qu'ils font. C'est presque comme un mécanisme de collecte de fonds. Donc si on ajoute à cela le fait qu'ils imposent des tarifs non monétaires, beaucoup d'autres obstacles commerciaux, ce qu'on appellerait des barrières commerciales. Ils ne prennent pas nos voitures. Ils n'acceptent pas nos produits agricoles. Ils ne prennent rien, mais nous prenons leurs voitures par millions. Et donc, ce sont eux qui ont les emplois, qui reçoivent l'argent, et nous avons des usines fermées. Ça ne va plus se passer comme ça. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Russ.